aujourd'hui, Bonjour. nous ne sommes pas en studio. Bonjour. Nous sommes dans notre salle à manger. Alors, le confinement nous oblige à faire ça à la bonne franquette, ce qu'on fait avec plaisir, chers auditeurs, pour vous. On a avec nous André Allard qui est au téléphone parce qu'il ne pouvait se joindre à nous parce que c'est une personne responsable. Bonjour André. Bonjour Claudia, bonjour Craig, ça va bien? Ça va bien, toi? Oh oui, ça va bien. On a la santé, c'est ce qui compte, comme on dit. Effectivement. Oui, c'est une façon de voir les choses. À travers tout ça. Hein? Oui, effectivement. Mm-hmm. Ouais. Et puis, regarde, on va partir ça directement, malheureusement, avec certaines mauvaises nouvelles. 400 mises à pied du côté de J. Beaumont. OK. Oui, 400 mises à pied qui ont été annoncées, en fait, Claudia, la semaine passée. Mm-hmm. Et là, il faudra voir avec le nouveau programme, parce que G avait dit qu'elle paierait ses employés, je pense, jusqu'au 4 avril. Mm-hmm. OK? Maintenant, avec le nouveau programme qui a été annoncé par le gouvernement fédéral lundi matin, où les détails, vu que le gouvernement canadien va verser probablement 75% de ces salaires-là, donc GE va avoir à verser seulement 25% pour maintenir ces employés-là à plein salaire. Pratiquement à plein salaire. Donc, ce qui va être intéressant de voir, c'est combien de temps ils vont pouvoir prolonger ça. Ouais. Dimanche soir, moi, j'avais mis la main sur un communiqué de Unifor qui représentait des employés de Pratt & Whitney à Longueuil. Mm-hmm. OK? Et eux, ils étaient payés aussi. Pratt & Whitney avait dit qu'elle paierait les employés qui ne travailleraient pas. Elle les paierait jusqu'au 4 avril. Donc, elle les payait 2 semaines à temps plein. Mm-hmm. Donc là, théoriquement, avec le programme fédéral, tu peux pratiquement multiplier par 4. Donc, les gens de Pratt & Whitney toucheraient plus ou moins là, 100% de leur salaire pendant 8 semaines, si on applique ça comme ça. Mm-hmm. Donc, s'ils décident de rester fermés, bien entendu, parce que là, ce qu'on sait, c'est qu'ils sont en train de regarder tout comment réorganiser, quels contrats sont prioritaires, comment on peut... Bon, fait que... à suivre. Ouais, c'est à suivre. Ce que je comprends, là, écoute, hier, sérieusement, là, quand on réalise que le gouvernement fédéral va mettre au-dessus de 200 milliards de dollars de mesures incitatives dans l'économie canadienne, on comprend l'ampleur du phénomène au niveau économique. OK? Puis ce qu'on nous a annoncé aussi, c'est que le gouvernement fédéral était conscient qu'il y avait des industries particulièrement touchées. Il a mentionné le secteur énergétique, mais il a mentionné le transport aérien et le tourisme. Mm-hmm. Donc, à ça vont s'ajouter d'autres mesures de support pour l'industrie du transport aérien. On va voir ce que ça va donner, mais je te dirais que je suis beaucoup moins pessimiste que je l'étais là, pour l'industrie du transport aérien que je l'étais la semaine passée. Je commence à voir un petit peu, à percevoir des choses intéressantes, à voir qu'il y a peut-être une lumière au bout du tunnel. Ça ne sera pas facile, mais on commence à voir la lumière au bout du tunnel. Oui, mais ça va... Ce qui va surtout être intéressant de voir, c'est de l'aide au niveau, on va dire, de l'aérospatial en général. Ça va surtout être au niveau manufacturier, recherche et développement, des choses comme ça, parce qu'après ça, au niveau des transporteurs, premièrement, on s'entend que les transporteurs, je pense qu'il va falloir les bail out. En fait, on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Si tu veux, aux États-Unis, la stratégie jusqu'à maintenant, c'est des prêts remboursables avec la prise de participation gouvernementale dans les entreprises. Oui. Donc, c'est ça la stratégie. C'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'une bonne partie des compagnies aériennes seraient en partie nationalisées suite à tout ça, ce qui est complètement contraire à la philosophie républicaine habituellement. Là, donc, on comprend l'ampleur du phénomène. Là, ça va être vraiment particulier. Ouais. Et j'ajoute en passant que M. Calhoun a déjà dit que jamais Boeing ne ferait ça, que si c'était ça la condition pour avoir un prêt, ils iraient explorer d'autres options et qu'ils en avaient plusieurs. Bon, mais c'est sûr écoute, on partira pas. Oui, vas-y, André. On partira pas là-dessus tout de suite. on va rester sur les compagnies aériennes. T'allais dire quelque chose, Greg? Non, mais en fait, j'allais dire, ils ont plusieurs options. Ils auraient peut-être pu regarder ça avant d'en arriver là quand même, là, parce que s'il y a bien... Je veux dire, toutes les compagnies vont avoir besoin d'aide, ça c'est certain. Ouais. Mais s'il y en a bien une qui a des problèmes de liquidité majeurs, c'est bien Boeing, puis c'est drivé par
plein de mauvaises décisions qu'ils ont prises dans le passé. Puis là, on s'entend, là, je veux pas que les gens pensent que je suis sur une dérape. En tout cas, moi, j'aurais pas fait ça, moi. On parle de décisions relativement assez basiques, là, tu sais, décider de payer tes actionnaires, de donner des dividendes alors que t'es dans le trouble ou que tu voles l'être. Il y avait clairement un manque de vision à ce niveau-là, là. Ça fait 6 mois que nous autres, on en parle. Fait qu'on on y reviendra, là, mais en tout cas. Parce que oui, on a quelque chose à dire sur Renton cette semaine. Donc, tu parlais des compagnies aériennes, André. Oui, écoute, dans le fond, là, quand on analyse la situation, et il y a Richard Aboulassian, entre autres, qui a mentionné la semaine dernière que, dans le fond, quand il y a une récession dans l'industrie du transport aérien, ça dure 3 ans actuellement, d'accord? Mm-hmm. Et en fait, quand on regarde ça comme il faut, la récession dans le transport aérien, elle était commencée l'an passé, mais la crise du MAX l'a masquée. Avec la crise du MAX, on a retiré grosso modo 800 avions. Si tu tiens compte des avions qui étaient livrés plus ceux qui auraient dû être livrés, on a retiré 800 avions de moins qu'il aurait dû y avoir sur le marché l'an dernier, OK? Ouais. De sorte que ça a masqué le surplus d'avions monocouloirs qui se serait produit, ça a masqué le surplus de l'offre de services par rapport à la demande qu'il y aurait eu en fin d'année 2019. Mm-hmm. Donc, on aurait vu un ralentissement dans l'année 2019. Et d'ailleurs, on l'a vu pour les gros porteurs, les avions à long rayon d'action. On a vu qu'il y avait un gros ralentissement de la demande en fin de 2019, d'accord? Tout ça en comptant une augmentation constante du nombre de passagers. Et quand tu dis que la crise a exacerbé tout ça, c'est ça la différence. On est tombé dans le négatif. Là. Oui, je tiens à spécifier, techniquement, on était encore en croissance l'année passée, en début d'année l'année passée. Mais le nombre de nouveaux avions qui rentraient sur le marché, jusqu'à la crise du MAX, le nombre de nouveaux avions qui rentraient sur le marché, il y avait plus, l'offre de sièges elle montait plus vite que la demande qui augmentait. Mm-hmm. Donc, on se dirigeait vers un surplus. Mm-hmm. OK? Donc, techniquement, la façon dont je vois ça, moi, la première année de récession ou de ralentissement ou de crise dans le marché, elle est passée, c'était 2019. Mm-hmm. OK? On est en 2020 et on va s'entendre, là, en termes de ralentissement de la demande, là, c'est difficile d'aller beaucoup plus creux qu'on l'est en ce moment. Okay? Actuellement, on parle de moins 80% du trafic aérien en 21 jours dans le monde. Exactement. Mm-hmm. Oui, exactement. C'est donc, incroyable. on est dans le creux du creux. Il y a près de 90 compagnies aériennes dans le monde qui ont arrêté ou qui vont arrêter dans les prochains jours leur activité, mais 100% de leur activité. C'est le cas de Transat qui termine ses derniers vols aujourd'hui, d'ailleurs, et qui, à partir de demain, va être à l'arrêt. Tu as l'aéroport Paris-Orly qui ferme ce soir aussi. 32 millions de passagers l'an passé à Orly. Puis là, on nous annonce que ça ferme 1er avril, il n'y a plus de vol à Orly. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Ça n'a même pas l'air d'un poisson d'avril. Je t'aurais dit ça il y a 1 an. Tout le monde a dit ça, c'est un poisson d'avril. Moi, André, Orly ne fermera pas. Et on est rendu là. Donc, on est rendu dans le creux. C'est difficile d'aller beaucoup plus bas que ça. Donc, on est à peu près dans le creux. L'aide annoncée par les gouvernements pour les salaires va faire en sorte que les gens qui sont mis à pied en ce moment ne souffriront pas trop. C'est tant mieux, on est content. On s'entend que ça ne remplacera pas 100% des salaires, et c'est pas le but non plus. On ne veut pas que des gens qui gagnaient 200 000 $ par année avant leur mise à pied gagnent encore 200 000 $ par année sur l'aide gouvernementale. C'est pas ça l'objectif, là. Mais on s'entend qu'il y a une aide qui est là, que ça va permettre de maintenir un petit peu. Ouais. Donc, mon avis à moi, c'est qu'on est déjà dans le pire de la récession, donc c'est difficile d'aller plus bas. L'expérience aussi des gens, là, les plus vieux qui ont vécu quelques récessions, on sait tous que quand plus une récession est forte et qu'elle dure longtemps, plus quand ça reprend, plus la reprise est forte et prononcée, là, tu sais. Oui, exact. Donc, moi, je vois 2022, là,
c'est clair qu'on a un gros retour d'activité puis de la demande en 2022. D'ici là, faut pas se cacher, il faut pas se faire d'histoire, ça va être rough en tabarouette, impossible sans aide gouvernementale pour les compagnies aériennes de passer à travers. Et ça vaut pour la planète entière. Tu sais? Mm-hmm. Absolument. Ouais, absolument. Il va y avoir un gros clean-up qui va être fait. Beaucoup de compagnies aériennes qui vont disparaître. Oui. Poursuite de la consolidation, etc. Oui, absolument. Et peut-être aussi que ça va accélérer certains changements d'attitude ou même des changements structurels dans l'industrie. On constate, par exemple, qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont en train de transformer des vols passagers en vols cargo. Greg, tu avais même des exemples où on voyait des marchandises attachées sur des sièges. Oui, absolument. On sait que au niveau du vol cargo, à part quelques gros hautement spécialisés en transport de marchandises, là, fait que bien évidemment les FedEx, UPS de ce monde, il y a DHL qui a sa propre flotte d'avions aussi, Amazon qui commence tranquillement aussi à être bien équipé, etc., etc. Certains autres gros transporteurs pour du transport hors norme. Donc, fait qu'on on a quelques joueurs, mais c'est très, 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 très niche comme... Et là, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que le cargo, la demande est drivée par déjà les besoins au niveau, on va dire, humanitaire et sanitaire. Puis là, on se rend compte que la flotte d'avions cargo ne répond pas à la demande parce que cette flotte-là, qui est relativement assez restreinte, qui est très dédiée à des jobs bien particuliers, ne peut pas être dérouté pour faire autre chose. Mais c'était pas ça le modèle non plus. C'était vraiment de passer X pourcentage des vols passagers existants. Là. C'était exactement. De piggybacker. C'était ça la structure. Voilà. Sauf que là, ce qu'on se rend compte, c'est que si, advenant le cas qu'on aurait besoin de bouger beaucoup de marchandises et de répondre à un besoin urgent, on n'a pas ce qu'il faut pour le faire. Et donc, ce qu'on a fait tout simplement, c'est que on load. Donc, Lufthansa l'a fait, Swiss l'a fait, Air Baltic l'a fait avec un A220. Oui, c'est assez spectaculaire. Oui. Puis il y a quelques autres. Austrian l'a fait aussi. Donc, on voit des photos d'avions. La soute est loadée avec soit sur palette ou sur ce container, c'est du LD3 qui rentre en dessous de ça. Là. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est la cabine. Qui est littéralement overloadé de matériel. On protège les sièges pour deux raisons. Donc, on protège les sièges pour ne pas les endommager déjà, puis aussi pour pas que le virus puisse se coller dessus. Là. Hey, mais je pose une question par rapport à ça, là, parce que moi, dans ma tête, la solution simple, c'est de les enlever. Là. Pourquoi ils les laissent? Deux solutions. Soit parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Ou c'est vraiment beaucoup trop compliqué pour ce qu'ils ont besoin de faire. Tu sais, c'est des petites boîtes de carton remplies de masques et de produits pour faire des tests de dépistage et tout ça. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils soulèvent juste les armrests, puis ils remplissent les sièges, donc devant les sièges à terre, puis les sièges eux-mêmes remplis de boîtes un peu partout. Puis dans quelques cas, on a vu, ils font juste mettre un filet cargo par-dessus. Et que tu viens attacher dans les seat tracks. Là. Et on protège ça au cas où il y aurait des turbulences ou quoi. Là, mais voilà. Fait que la cabine est loadée. Comme tu loaderais ton char quand tu vas chez Ikea. Là. Puis il y en a partout ces sièges, sur le chien, partout. Oui, ça fait penser à ça. Il ne faut pas oublier, Claudia, quand tu prends un avion de passager, tu enlèves ses bancs, tu viens de modifier son rapport de masse-centage. Et là, c'est ça, les masques à vide, sois très prudent. Il y a beaucoup de calculs à refaire avant de il pourrait le faire. Mais je pense qu'on revient au point numéro 1 que je donnais. Réglementairement parlant. Non. Je pense que c'est juste le fait que ça pressait. OK. Tout simplement. Vider une cabine, il y en a pour probablement un chiffre ou deux. Là, fait qu'entre 8 et 16 heures, là, les gens qui nous écoutent, là, qui font chez Air Canada, là, qui sont au TNR, là, tous les gens qui participent aux reconfigurations cabine, réparation, etc., pourront peut-être nous le dire s'ils veulent nous envoyer un message, mais je pense que ça prend au moins un chiffre ou deux, si c'est pas plus, vider la cabine comme il faut. Puis là, on perdait
on perdait l'effet, là, l'effet surprise, entre guillemets, de dire, OK, on prend un avion, puis on load, puis that's it. Est-ce qu'on pense qu'il y a une possibilité que ça amène des changements par rapport aux produits que les manufacturiers vont proposer dans le futur? Pensez-vous que ça se pourrait, par exemple, que les nouveaux modèles d'avions soient plus aisément reconfigurables en cargo et que ce soit un argument de vente? On est loin. Ben là, c'est parce qu'il faut modifier, pas dans les avions qui sont présentement en production, parce que là, mais même honnêtement, je pense pas que ça vaille la peine comme tel là, de revenir. On avait fait la blague, je pense, il y a un épisode ou deux là, où on parlait des combis. Le problème qui arrive, c'est que tu as un très gros problème de gestion au niveau sécurité. Mm-hmm. Le cargo, longue histoire courte, là, pour l'aspect sécuritaire au niveau du transport aérien, c'est primordial. Il y a juste Boeing qui l'a pas compris. Oh, bitch slap. Oui. Donc, j'ai dit qu'au niveau de l'aéronautique, André, l'aspect sécurité, c'est quelque chose qui a toujours été primordial et pris très au sérieux. Les seuls qui l'ont pas compris, c'est Boeing. C'est ouf. Oui, effectivement. Mais pourquoi que je dis ça, donc, c'est que au niveau des cargos, par exemple, les soutes à cargo, les soutes sont scellées. Mm-hmm. OK? Oui. Autant se faire que peu, là. Oui. Mais parce que si jamais il y a un feu, puis c'est ça l'exemple qu'on va donner à chaque fois, là, si jamais il y a un feu, on va étouffer le feu avec un produit chimique qui va être injecté. Là. C'est avec des cartouches. Puis, c'est un gaz inerte, plus lourd que l'air, donc il va tasser l'air puis donc, qui va il prendre sa place. Donc, il n'est vraiment pas une bonne idée dans une cabine passagère. Exactement. Fait qu'il y a le produit chimique en tant que tel, mais il y a aussi le fait qu'il faudrait que tu scelles toute la section pour être capable de dire si jamais il y a un feu, on va être capable de l'éteindre en tassant l'oxygène, puis c'est compliqué. Peu de chance, donc. Donc, très peu de chance, à moins que... Okay. On va lancer un défi à nos amis de IAI en Israël. Ils sont très bons pour ça. Là. Ils sont en train de développer un marché. Vous nous patenterez ça, les amis? Certainement qu'ils vont trouver une opportunité d'affaires là. Puis en fait, tu sais, je me souviens, moi, il y a plusieurs années de ça, j'avais rencontré le capitaine du port de Montréal, OK? Et puis, qui m'avait expliqué que, dans le fond, la chaîne mondiale de logistique, il dit, c'est un peu comme un circuit électrique, OK? Il dit, quand il rencontre de la résistance quelque part, quand tu peux pas passer à un endroit, il cherche à contourner, à s'établir un nouveau chemin, OK? Ouais. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est ça, c'est que la chaîne de logistique mondiale, à un moment donné, on a rencontré une résistance, ça veut dire que on s'est retrouvé avec des centaines de milliers de tonnes de cargo à transporter, puis plus d'avions. Alors là, il a fallu trouver une solution, puis il faut trouver une solution, puis pouf, tout d'un coup, on prend les avions de passagers, on les remplit de cargo, on met du cargo sur les sièges, c'est pas grave, vogue le navire, on a du fun, puis ça marche. Ouais, exact. C'est ça la réalité. Donc, dans les prochains mois, on va voir cette chaîne d'approvisionnement-là s'adapter, les vols commerciaux. Soit dit en passant, André, en ce moment, les équipes de Lufthansa, admettons pour prendre eux autres, là, sont peut-être en train de vider un avion. Mm-hmm. Fait qu'ils sont, mais la solution rapide, c'était ça. La solution rapide, c'était de, j'allais dire le S-word, c'était de mettre des boîtes sur les sièges directement comme ça, puis that's it, on vole. Puis peut-être qu'en arrière, il y a une équipe, parce qu'ils sont à l'équipe réduite, il y a peut-être une équipe qui est en train de vider un avion, un avion passager qui, lui, sera dédié à faire des allers-retours s'il y a quelque chose. Et ceci dit, mon avion, le gros porteur ou l'avion à long rayon d'action que je préfère, le 787, ça sort très bien d'affaires. J'ai remarqué certaines journées chez Air Canada, il y a jusqu'à 8 787 qui volent et 2 ou 3 777. Donc, visiblement, chez Air Canada, on privilégie le 787 sur le 777 pour du cargo. Ça m'a surpris un peu sur certaines routes, mais encore là, je pense qu'on est encore à l'efficacité du 787 en fait un avion de premier plan pour les compagnies aériennes qui l'ont. C'est l'avion qui est le plus utilisé. J'ai regardé, il y a United Airlines qui utilise des 777 et des 787. United a pas beaucoup de 787 dans sa flotte, donc c'est encore le 777 qui domine simplement parce qu'ils n'ont pas assez de 787. Alors, ce qu'on avait dit il y a quelques semaines, là, les meilleurs avions vont se ressortir encore plus. Il y a même, et quand on parle des meilleurs avions,
même leurs 220 ont été mis à contribution pour le cargo. Alors, c'est vrai que les meilleurs sont utilisés en ce moment. Oui, puis sont économiques aussi. Fait que... Ouais, ben en même temps, on reviendra pas sur le prix du pétrole, là, mais ça a continué de descendre. c'est juste... la dernière fois qu'on a vu des... Et moi, j'ai fait le plein pour 30$. Non, mais c'est... 46 litres de fuel, là, de 46 litres d'essence dans ma voiture, là, ça m'a coûté 31 et 23, quelque chose comme ça. Là. Je me souvenais pas d'avoir payé aussi bas que ça pour de l'essence. Moi, en bas de 90 cents, là, je me souvenais pas d'avoir payé ça. J'ai fait le plein à 70 sous. La dernière fois que j'ai vu ça, pas trop loin de ça, à 62 sous, j'étais au cégep. Moi, c'est ce que j'allais dire, t'étais étudiante, hein? Oui, absolument. Absolument. Fait, non, en tout cas, bon, j'avais dit qu'on ne reviendrait pas là-dessus. Poursuivons. On va continuer avec différents aspects des impacts de la pandémie sur l'industrie. Cinquièmement, genre, où est-ce qu'on est rendu? Là? Ouais. Aide américaine à l'industrie. Donc, présentement, le bail-out qui est sur la table et qui est en révision auprès de l'industrie, donc ce n'est pas encore une loi et ce n'est pas encore fait, c'est... Ils appellent ça, en fait, des buckets. Donc, différentes enveloppes qui visent différents acteurs de l'industrie. 454 milliards en prêts aux manufacturiers et aux opérateurs. On dirait que c'est un enfant qui a fait des chiffres. Il a écrit des chiffres. Mais le bout qui est intéressant, 17 milliards aiguillés directement vers les compagnies, on ouvre les guillemets, qui sont critiques à la défense du territoire. Oh. Et là, on s'attend à ce qu'une bonne partie de cette enveloppe-là soit aiguillée directement chez Boeing. Ben, Boeing et Lockheed. Oui, exact, mais Lockheed était moins en difficulté. Ce qui est cocasse là-dedans, et on va faire encore une petite parenthèse Boeing parce qu'on va en reparler tantôt, Calhoun a été dire à tout le monde, on n'a vraiment aucun problème, on a 15 milliards de liquidités. Bon, t'en brûles 3-4 par mois. Et puis, c'est des prêts, c'est pas du cash flow. Fait que donc, l'argent que t'as dans tes poches présentement, c'est des prêts. Fait que ça va pas super bien, là, mais bon, fine. L'argent que t'as dans tes poches n'est pas à toi. Oui, c'est bien dit, c'est-tu? Ouais, effectivement. Donc on va voir quel genre de commentaires vont faire l'industrie à ce sujet-là. Ça se pourrait qu'il y ait des petites modifications, mais on s'attend pas à ce que ça change de manière significative. Ouais. Autrement dit, là, dans le 2000 milliards de dollars de programme d'aide qui a été voté aux États-Unis, là, on s'entend, moi, quand je dis ces chiffres-là, j'ai l'impression de lire la distance en kilomètres entre notre système solaire et Alpha du Centaure, qui est l'étoile la plus proche, là. OK? Tellement c'est énorme, c'est gigantesque, 2000 milliards de dollars de programme d'aide. Et dans ce 2000 milliards de dollars-là, oups, on a échappé 17 milliards qui vont tomber dans les poches de Boeing. Pas le temps de ramonter ça. Là, ils n'ont pas dit que ça irait chez Boeing. Là. Arrêtez. Là, il y a déjà toutes sortes de controverses, comme quoi il faudrait au moins que ça aille aux employés, qu'il faudrait s'assurer que ça aille aux fournisseurs. Calhoun a dit qu'il voulait pas que ça inclue de la participation gouvernementale. En tout cas, on va voir comment ça va tourner, là. Mais passez-moi l'expression, messieurs, là. Monsieur Calhoun est particulièrement cocky pour quelqu'un qui est dans la merde jusqu'au cou, là. Ah ben là, écoute, il y a le doigt. En tout cas, on verra où ça nous mène. Puis pour le reste... Oui, excuse-moi, André. Il y en a qui doutaient que Calhoun allait perpétuer la mentalité ou pas la mentalité, mais la culture et la culture d'entreprise. Il y en a qui doutaient qu'avec le départ de Muhlenberg, la culture d'entreprise était partie, là. Posez-vous la question, regardez Calhoun aller, puis demandez-vous si la culture d'entreprise a changé. Oui, mais c'est un gars de G. Hein. Honnêtement, il a grandi, ce gars-là, il a connu Newton Jack, là, fait que... pas Newton Jack. Ouais, c'est ça. Non, il y a une façon un peu nucléaire de gérer les affaires, là, on se comprend. Ouais. Largement inspiré d'eux. Et par opposition à ça, on a vu d'autres
gestionnaires et d'autres organisations réagir d'une manière absolument admirable à cette pandémie-là et à aux situations que ça provoque dans l'industrie. Donc, par exemple, on a vu chez Delta plus de 21 000 employés être volontaires pour prendre des congés sans solde pour que certains de leurs collègues qui ont besoin de leurs emplois continuent d'être payés à temps réduit, tout le monde. Donc, une belle preuve de solidarité. Déjà, on avait parlé des dirigeants qui avaient coupé tout leur salaire jusqu'à nouvel ordre. Effectivement. Donc, une beauté. Et André, tu me parlais également de la réaction de CAE à la situation qui était particulièrement intéressante. Ben en fait, moi, tu sais que j'ai un petit faible pour CAE que je préfère, hein? Mm-hmm. Compagnie. Je trouve que la culture d'entreprise chez CAE, c'est une étude qui est très efficace, qui est excellente. Et en fait, le 20 mars, donc, avant que le gouvernement du Québec annonce impose notre économie en pause, fasse son annonce, le 20 mars, chez CAE, on avait annoncé qu'on cesserait la production de signateurs le 27 mars. OK? On avait annoncé aussi, donc, il y avait des coupures de postes, 467 postes qui étaient coupés dans la production chez CAE. On avait annoncé aussi des réductions temporaires des salaires, 10% de réduction pour tous les employés, 20% pour les gérants et chefs les directeurs de produits ou de section, Ouais. 30% pour les membres du conseil des vice-présidents et des vice-présidents, puis 50% pour les membres du conseil d'administration. OK? Mm-hmm. C'est une mesure temporaire, mais c'était annoncé, comme c'était en prévision là, de ce qui s'en venait. Et là, le lundi, quand le gouvernement du Québec a annoncé, on cesse toutes les activités essentielles, contrairement à peu près à tout le monde au Québec, ou en tout cas dans le secteur de l'aérospatial, CAE n'a pas été prise au dépourvu. Ils ont juste devancé l'arrêt de la production. Ils ont juste maintenu les autres décisions qui avaient été prises. Et CAE a fait la bonne lecture de la situation, à mon avis. Ils ont dit, là, c'est clair que nos clients, ils n'auront pas besoin de nouveaux simulateurs dans les prochaines semaines et même probablement les prochains mois. Évidemment, on a annoncé une suspension temporaire, le temps que la situation se redresse, mais on est tous d'accord maintenant que la situation va prendre plus que quelques semaines avant de se redresser dans l'industrie. Donc, à mon avis, c'était une décision sage. Les clients ont plus besoin de ton produit, là. Ça sert à quoi de les finaliser, malgré le fait que la plupart des simulateurs qui sont en production sont payés à 80%. Mm-hmm. On a arrêté pareil. Puis, mais c'est qu'on anticipe des problèmes. Les commandes qui se font pas maintenant vont ralentir la production dans quelques mois. Là. On s'organise pour conserver du cash flow pour quand ça va être difficile. Oui, exact. Chaque simulateur que tu sors pas maintenant, effectivement, c'est des économies de cash flow. Même s'il est payé à 80%, même si tu as payé tes fournisseurs, le 20% qui te reste à mettre dessus, là, mais il n'est pas requis. De toute façon, à la limite, même, tu aurais de la difficulté à le faire livrer. Là. C'est juste pas... ce serait juste pas intelligent de continuer business as usual. Là. Exactement. Et CAE, évidemment, des simulateurs, il faut qu'ils arrivent dans les compagnies aériennes avant les nouveaux avions parce que il faut que tu entraînes les pilotes avant de recevoir les avions. Donc, moi, ça, c'est une décision intéressante. Et ça annonce ce qui s'en vient un petit peu dans l'industrie. Là. Il va falloir penser à arrêter, maintenir les cadences de production même au ralenti chez Airbus à Toulouse. Je trouve pas que c'est pertinent en ce moment. Oui. Écoute, juste pour donner un exemple, hier, lundi, un des fondateurs de EasyJet en Europe a dit qu'il devait canceller, EasyJet devrait canceller sa commande d'Airbus qui reste. Il restait officiellement dans les carnets de commande au 28 février dernier, il restait 114 appareils en commande chez Airbus de la part des EasyJet. Okay? Et ils ont été dire, pour s'assurer d'avoir le support du gouvernement britannique dans cette initiative-là, je n'aurai pas besoin de votre aide financière si vous m'aidez à annuler ma commande chez Airbus. Et voilà. Subtil. Ouais, c'est bien joué, effectivement. Mais pas une stratégie bête en l'occurrence, sauf que ce qu'on se rend compte, c'est qu'il risque d'y avoir des impacts sur toute la chaîne d'approvisionnement, sur Airbus et sur toute sa chaîne d'approvisionnement. Donc, c'est tous les fournisseurs qui perdent des commandes là-dedans. Là. Oui, et moi, c'est ce que j'ai regardé un petit peu, là, tu sais, je suis allé voir
les livraisons chez Airbus au mois de mars. Et je suis resté surpris de voir que, par exemple, au mois de mars, Mobile en Alabama, ils ont livré 4 A321, dont un à Delta, un à American Airlines, un à Spirit, puis un à Frontier Airlines. La dernière livraison date de la semaine passée à partir de Mobile. Chez Airbus à Toulouse, puis à Hambourg, les dernières livraisons aussi datent du 24 mars. OK, livraison officielle. Ouais. Puis, ça m'a un petit peu surpris, alors qu'à Mirabel, on n'a rien livré depuis le 14 en passant. Les A220, il y a eu juste 2 livraisons au mois de mars. OK. Oui, la façon d'arrêter la production et la vie économique n'a pas été tout à fait la même en Europe et ici. Là. Tout à fait. C'est clair. Écoute, je regarde juste pour Air Transat. Aux États-Unis, oui. Ben, Air Transat arrête ses vols complètement ce soir. Il y a un A321 LR qui est à Toulouse en ce moment, qui est prêt, qui aurait dû être livré, donc Air Transat n'a pas voulu prendre livraison. Et le deuxième, il y en a un deuxième qui est en train de faire ses vols pré-livraison en ce moment à Toulouse. Je suis un peu surpris de ça parce que, oui, tu brûles du carburant puis tu dépenses de l'argent pour rien parce que c'est pas vrai qu'Air Transat va prendre cet avion-là dans les 3 prochains mois. Là. Ça, c'est quoi? Ça dépend c'est quoi ses obligations contractuelles. Il y a aussi le fait que ils ont peut-être pas le choix de le livrer si l'avion a été payé. Quoi que non, parce qu'habitude, c'est les tests en vol qu'ils font sont pré-livraison. Puis le dernier paiement arrive quand ils donnent les clés à l'opérateur. Quand il y a eu le vol d'acceptation. Y a-tu vraiment des clés là-dessus? Non. Ben oui, mais c'est une vraie question. Ils donnent une clé. Mais c'est pas une vraie clé. OK. Il n'y a pas de clé. C'est une fausse clé. Puis en fait, c'est un contrat. C'est au moment où la compagnie aérienne accepte le contrat, qu'elle signe, oui, là, je prends possession du contrat, puis que là, la banque, le créancier envoie l'argent, le versement final à Airbus. C'est là que ça devient propriété de la compagnie aérienne. Oui, en fait, ça peut très bien être une question d'assurance. Donc, remiser un avion qui est final versus remiser un avion qui est en train d'être terminé, c'est peut-être pas la même chose. Ils sont peut-être juste trop loin dans le processus pour dire on n'arrêtera pas là. Ouais, c'est ça. En tout cas, fait que tout ça pour dire que de ce côté-là... Puis il y a peut-être aussi le fait qu'ils le font, ils font les tests, tout ça, d'acceptation et tout. Pour que l'avion soit officiellement prêt à rentrer, à intégrer entrer en opération. Mais si jamais il arrive quoi que ce soit, ils peuvent le revendre à quelqu'un. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Il y a une possibilité de le repasser à quelqu'un. Fait que c'est peut-être Airbus tout simplement qui veut s'organiser pour pas avoir de projet là, en cours. Là, l'avion, il manque peut-être 1 heure ou 2 de vol à faire. Là, on va le finir, il va être prêt à livrer. Air Transat le veut pas, parfait, on peut peut-être le refiler à quelqu'un d'autre. Mais là, à ce stade-ci, il est peint, non? Ou il est pas fini? Oh, ça, c'est un détail, c'est pas grave. Ça. Bon, OK, fine. Une grosse affaire à peinturer, mais d'accord. Donc, ça fait le tour de l'aide américaine à l'industrie. Au niveau de l'Europe, on n'a pas encore de chiffres particuliers de ce côté-là. Bien entendu, devoir s'entendre entre les différents membres de la communauté européenne pour avoir une action concertée. Juste ça, c'est d'une complexité inouïe et donc ça retarde un petit peu le processus, c'est sûr. Mais on sait déjà qu'ils ont officiellement suspendu la règle du 80-20 jusqu'à nouvel ordre. Oui. Donc, il n'y a plus aucune compagnie aérienne qui est obligée d'avoir des vols pour maintenir ces créneaux. Non, alors c'est ce qui a permis à Lufthansa puis Air France KLM là, d'annoncer des réductions de services là, jusqu'à 80%. C'est assez regarde ce qui fait sur Air France KLM, 90% de réduction de services. Tu sais, à un moment donné, tu as fini de les rapatrier, tes expats, là. C'est un peu ça, la limite actuelle des vols. C'est des urgences, du cargo, puis des expats. C'est tout. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, la compagnie qui gère, c'est quoi, c'est ADP, je sais pas quoi, l'aéroport de Paris, là, quelque chose de même, là? ADP, ouais. ADP, ouais. Par exemple, pour citer en France, là, vous n'avez pas le choix de... je veux dire, ça serait ouvert après.
il se serait présenté à des poursuites incroyables. T'sais, aucun transporteur ne pouvait rencontrer ses engagements. Fait que c'est sûr qu'il s'enlignait pour un paquet de problèmes. Ah, tout le monde est d'accord que c'est une bonne chose. Fait On que s'obstine pas du tout. Puis les créneaux, c'est tellement... c'est le nerf de la guerre. Fait que je veux dire, c'est sûr que s'ils avaient voulu jouer les imbéciles là-dedans, là, mettons le gestionnaire de l'aéroport, s'il avait voulu jouer au plus fin, là, il s'enlignait pour un paquet de troubles. Les airlines auraient fait front commun, ils les auraient ramassés. Là. Ça aurait été un massacre, là, sérieusement. Businessment parlant. On se comprend. Ça aurait été l'enfer. Ben, bonne chose pour tout le monde, donc. Win, win, win. Exact. Excellent. Oui. Mauvaise nouvelle, on retourne de ce côté-là un peu. Longview suspend la production des Dash 8 et des Twin Otter. Ouais, ben ça, il fallait s'y attendre un peu, là. Comme les autres, d'ailleurs, mais dans ce cas-là, ça masque peut-être une certaine tendance dans le marché. Ouais, regarde, on se fait... Il y a quelques sites qui ont publié que c'était peut-être la fin du Dash 8 suite à cette annonce-là. Mm-hmm. Et je peux te dire que les gens de chez The Airline Canada n'étaient pas contents que ça se dise. Écoute, on regarde ça comme... J'essaie d'être positif, là. Mm-hmm. Je sais que c'est possible qu'une compagnie de location, il y aurait des rumeurs qu'une compagnie de location serait prête à louer 20 appareils ou à acheter 20 Dash 8, là, mais garde, je trouve ça un peu étrange, là, comme on n'a pas été capable de confirmer, puis des gens ce sont les gens de chez Davalin qui ont fait circuler cette rumeur-là, si tu veux. Mm-hmm. Je trouve ça un peu étrange, mais on s'entend que et c'est pas rien à voir avec l'avion, c'est probablement le Dash 8, c'est un avion extraordinaire, mais on s'entend qu'il y a 300 millions de dollars à investir pour déménager cette ligne de production-là, et il y a un autre 300 millions de dollars à investir pour rajeunir le programme, le mettre au goût du jour, puis il faut rationaliser les opérations. Donc, il va falloir réduire le nombre d'employés qui travaillent sur la ligne de production. Donc, tu gardes ça. Mais ça va être fait quand ils vont déménager l'usine, André. Moi, je pense qu'ils en sont conscients là, que c'est un secret de polichinelle. Là, j'ai rien qu'on en a parlé souvent, premièrement. Puis j'ai rien contre les gars de Toronto, là. C'est pas. Mais l'usine à Downsview est due pour un on va dire un clean-up. Elle est due pour être rajeunie un peu dans tous les sens du terme. Est-ce que dans le bail-out général qu'il va y avoir des industries, du secteur industriel ontarien, est-ce que The Airline va être capable puis d'aller chercher l'argent qu'il faut pour passer à travers? Je ne sais pas. Je commencerai à y réfléchir sérieusement si j'étais eux. Oui, moi, je profiterais de l'occasion pour le faire, le clean-up. Mm-hmm. Honnêtement, là, puis je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on jase, là, tu sais, tu t'en profites pour faire un shutdown temporaire de tes opérations, tu fais un gros clean-up, tu remanies tes équipes, tu gardes les meilleurs à la limite, là. Mais c'est clair que t'es dû pour repartir à neuf. Ce serait peut-être l'occasion aussi d'automatiser certaines des opérations de manufacturing. Je donne un exemple, mais c'est peut-être déjà fait, là, mais mettons, robotiser le rivetage du fuselage ou il y a peut-être des choses qui peuvent être retravaillées qui ferait que tu serais pas obligé de réengager la même quantité de gens, tu fabriquerais pas de la même façon. Et en même temps, tu pourrais préparer tes lignes pour éventuellement arriver avec un modèle qui viendrait concurrencer l'ATR-42. Ça, personnellement, je ne comprends pas qu'ils aient pas quelque chose qui soit sur la planche à dessin. Sur la planche à dessin, l'ATR-42, il est vraiment loin. Je m'excuse, là, mais il est loin d'être parfait comme avion, là, mais il fait la job. Puis en plus de ça, il est tout seul sur le marché. Fait que, il y aurait moyen d'arriver avec quelque chose. Oui, mais il faut qu'il coupe les coûts de production. C'est que l'ATR-42, il s'en vend plus beaucoup, mais comment je te dirais ça? Donc, ça te permet, quand, mettons, tu as besoin d'acheter 30 ou 40 avions, tu as besoin de 4 appareils plus petits parce que tu as des besoins spécifiques, tu peux pas choisir le Dash 8 parce que tu n'as pas les 4 plus petits, tu comprends? Oui, mais tu sais, l'ATR-42 se vend plus beaucoup.
oui et non. Là. Ça n'a jamais été un gros... ça n'a jamais été un programme où ils vendaient 800 appareils par année, André. Là. Ça a été ATR, si tu fais une moyenne, là, c'est steady, là, une 15 à 20 appareils par année. Mais c'est steady depuis les 20 des dernières années. Il y a des années où c'était plus que ça, mais ça, je te dis une moyenne pour les années où il n'y a rien eu du tout. Là. Mais, on était dans 60 à 70 ou par année. Oui, mais c'est ça. Mais si on aplanit la courbe, si tu fais une moyenne à peu près sur 20-25 ans, là, ça te fait à peu près une moyenne de 20-25 appareils par année. Là. Mais même que ce serait une petite affaire plus que ça, le point, c'est que ça n'a jamais été un programme qui a vendu énormément d'appareils. Il y a eu des creux. Là, tu regardes les années où tu as presque 70 appareils de vendus ou de livrés dans l'année, là, mais recule, là, puis tu vas voir qu'il y a des années où il n'y a pas eu grand-chose qui est sorti. Là. Puis, mais c'est steady. T'sais. Fait que c'est là que peut-être il y aurait moyen d'aller chercher un peu de... Puis ce qui est vraiment drôle là-dedans, c'est que j'ai lu il y a la semaine passée que je pense que c'est sur Aviation Week qui disait il y a des pourparlers, il y a des rumeurs comme quoi peut-être qu'ils downsizerait le modèle 400. Ben oui, c'est le modèle 300. Ouais. Fait que j'imagine qu'ils disent ça parce qu'ils garderaient les moteurs, là, mais... C'est 300. Sauf que on s'entend qu'entre le Dash 8 300 qui existait, dont la production est arrêtée, et le Q400, c'est deux avions différents. D'ailleurs, c'est pas le même type rating. Quand un pilote qui est vérifié sur Dash 800, 200, 300, il peut pas passer sur le 400, il est obligé de faire une conversion. Mm-hmm. Okay? Donc, le Dash 8 300 qu'on connaissait, lui, il est mort. Là, ce que toi, tu me parles, dans le fond, ce serait un Q300, mais un vrai Q300, ça veut dire qu'il serait une version raccourcie du 400. Oui, c'est ça qu'il disait. C'est ça qui semblerait s'annoncer. Moi, je pense qu'ils parlent d'un downsizing parce qu'ils font surtout référence au fait qu'ils garderaient les moteurs. Ça te ferait un modèle 300 qui ça grimperait vertical, ça, mon ami? Fait que, non, je vois pas. Mais, sérieusement, là, non, là, tu vas m'arrêter ça là. Quoi? Moi, je vois pas l'utilité d'avoir un Q300 avec des 150. Tu mets des 127 là-dessus. Oui, non, c'est une blague. Moi, honnêtement, c'est la seule raison pourquoi tu pourrais vouloir, puis sur papier, on s'entend, là, faire ça, c'est quand tu sais, je veux dire, admettons, l'avantage de la TR-72 au 42, c'est que les moteurs sont les mêmes. Fait qu'il y a une petite conversion à faire, il y a des petites affaires à modifier là, pour l'installer un sur l'autre, là, mais c'est possible de passer d'un avion à l'autre. T'sais. Donc, tu veux dire que pour faire de la gestion de flotte, c'est l'idéal. Exactement. Alors que là, tu aurais toujours l'éternel problème que sur le 400, tu as le 150, puis sur ton nouveau 300, tu aurais du 127. Mm-hmm. Donc, même si ça reste du Pratt, même si tu n'as pas besoin de... Tu perds beaucoup de flexibilité. Il reste que c'est ça c'est deux types de moteurs, donc c'est du tooling différent, c'est des pièces différentes, etc. Fait que c'est pour ça c'est pour ça probablement qu'ils jasaient de ça, mais on est d'accord que c'est probablement juste des discussions d'ascenseur qu'on appelle. Là. Mm-hmm. Parce que tu sais, un 300 avec des 150 installés... déjà, là, le gros problème du 150, c'est que c'est un moteur. C'est un excellent moteur, là, techniquement parlant, mais c'est pas. Il coûte trop cher. Il va être un peu pesant pour du 300. Là. Oui. Bon, alors, pour en revenir à nos possibilités, est-ce qu'on pense que la production de ces deux avions-là va être relancée? Moi, je pense pas qu'il est mort, le 400. Je pense pas qu'il est mort, mais il y a une sérieuse remise en question qui doit être faite. Qui devra être faite, excusez-moi. Et. Mais je sais pas qu'est-ce que t'en penses, André, là, mais moi je pense pas que le programme est mort. Là. Mais il va falloir qu'il fasse un sérieux coup de balai. Qu'il passe un sérieux coup de balai. Le mur, la pente est abrupte. OK? La pente est abrupte. En des temps, si on n'avait pas eu COVID-19, j'aurais pas douté, je ne doute pas de la volonté là, des gens chez Diaveline, je pense à Todd Young, entre autres, qui est vice-président des opérations. Regarde, ces gens-là ont une volonté de poursuivre. Tu sais, ça, et je peux faire le parallèle. Tu sais, c'est un peu comme Julian Robert puis Yannick Gagnon, tu sais, chez Pascal.
ces gens-là sont tellement déterminés à avancer et à continuer qu'ils ont réussi pendant des années à maintenir Pascal en vie. Alors, la détermination des gens chez Diabolone, je te dirais que c'est le facteur, c'est le joker dans le jeu, là, tu sais. Ouais. T'as pas juste des deux pics, t'as un joker qui pourrait valoir cher, là, tu sais. Ouais. C'est ce facteur-là qui va... Moi, là, c'est le gros point favorable. La détermination des gens chez Diabolone. Oui, effectivement. C'est. Mais à suivre de ce côté-là. Oui. Impact chez les autres, les livraisons de Bombardier et de Bellflight, André. Ouais, OK. Je sais que je t'ai envoyé un petit fichier de Claudia, mais malheureusement, on ne pourra pas le publier pour la bonne et simple raison que j'ai fait en fait, je vais expliquer aux gens. J'ai fait un cumulatif j'ai été sur le registre des aéronefs exportés de Transport Canada, OK? Ouais. J'ai regardé tous les avions qu'a livré Bombardier depuis le début de l'année à l'extérieur du Canada, ce qui représente normalement à peu près 97-98% des avions que livre Bombardier, c'est à l'extérieur du Canada. OK? J'arrive avec un total de 36 avions livrés depuis le début de l'année pour Bombardier Avions d'affaires. À partir, donc, on parle de Challenger 350, 650, Global 5000, 6000, Global 5500, puis 6500, 7500. J'arrive à 36 versus à 22 livraisons pour la même période l'année passée. Sauf qu'on m'a mis un petit bémol là-dessus. On dit non, c'est pas tous les chiffres. C'est pas exact. C'est pas précis, cette méthode-là. C'est nouveau d'ailleurs. J'ai commencé à faire le suivi cette année au mois de janvier de ça. Hein. Par contre, ce que ça me dit, c'est que ils ont livré plus d'avions cette année qu'ils en ont livré l'année passée. OK? Okay. Là, on n'a pas voulu me donner de chiffres chez Bombardier, mais ils m'ont dit, regarde, fais attention avec tes chiffres que tu as, c'est pas précis. OK? Il y a des inexactitudes dans tes affaires. Fait que, ce que je peux vous confirmer, c'est qu'ils ont livré plus d'avions que l'année passée et qu'effectivement, ça allait bien chez Bombardier. OK? Avant l'arrivée de COVID-19, ça allait même très bien. Ces chiffres-là viennent confirmer les rumeurs qu'on avait entendues d'accélération de cadence sur le 350, OK? Et histoire d'aller donner un petit peu plus de poids aussi à ça, je suis allé voir aussi du côté de Bell Hélicoptère les livraisons depuis le début du trimestre. Ça, c'est peut-être un petit peu plus représentatif. Chez Bell, j'ai plus de facilité à suivre. 36 livraisons depuis le début du trimestre par rapport à 30 l'année passée. Donc, aussi, chez Bell, on est en augmentation de cadence sur la plupart des programmes depuis le début de l'année. OK? Mm-hmm. Maintenant, OK, Greg, écoute-moi bien. Si tu veux savoir comment utiliser ces chiffres-là pour savoir ce qui s'en vient, là, écoute-moi bien. Okay? D'accord, je suis tout oui. Alors là, je prends mon beau Mac. Oh, j'ouvre mon ça commence Mac. mal. Je vais sur mon chiffrier, je clique dessus, puis là, je le traîne, puis je l'amène à la corbeille, à la poubelle. Ah! OK. Là, je te suis. C'est sûr que ça aurait pas été plus rapide de mettre le laptop directement à la poubelle? On s'attend à ce que tout ça prenne le bord. Toutes les prévisions de croissance, c'est fini. Tout ce qu'on pouvait voir comme tendance, ça coupe un peu carré. Tu sais, c'est comme le coyote qui court dans le vide, puis à un moment donné, ça s'arrête, là. Oui, puis il sort un petit exactement. Ouais, c'est ça. Exactement. Mais c'est ça. Alors, on ne sait pas ce qui s'en vient pour Bombardier. Malheureusement, je ne suis pas capable de prédire là, ce qui s'en vient. Puis celui qui va vous le dire, là... Il y a Monsieur Soleil dans le Journal de Montréal. J'ai toujours pas réglé ton histoire de jingle. Mais dans le fond, ce qu'on voit des analystes financiers qui sont spécialisés en aéro présentement, c'est un certain stress pour l'avenir. Tu disais tout à l'heure, André, que d'habitude, les récessions en aéro, ça dure 3 ans. Donc, 1 an de récession pure et 2 ans à retourner à un niveau acceptable de croissance. Là, dans le fond, le stress des analystes financiers, c'est que le support qu'on va donner aux manufacturiers va créer des problèmes dans le futur parce qu'il va créer une offre qui va être artificiellement élevée. Ouais. Donc, alors que normalement, on calmerait la production parce qu'il n'y a pas de demande, là, on va garder la production élevée pour garder les gens en emploi, puis pour que ces personnes-là continuent à investir dans le reste de l'économie. Donc, continuer à aller au cinéma et à acheter des vêtements et des maisons. Mais ce que ça va faire pour l'aéro comme tel, c'est que ça risque de créer une bulle
où les prix des appareils vont tomber de manière assez importante. Oui, exact. Ouais. Ou du moins, c'est ça le stress. On ne sait pas comment ça va virer, on l'a dit, on n'a pas de boule de cristal, mais... Ben, je partage cette vision-là, c'est-à-dire que oui, il va falloir aider l'industrie aéronautique, il va falloir aider les employés de l'industrie aéronautique, mais va falloir avoir à établir qu'il va falloir forcer les compagnies aériennes à prendre des avions neufs. Tu sais, il y a ça aussi, là, parce que on va aussi sur des subventions. Tu sais, si on supporte, je vais prendre une théorie, là, tu sais, ben simple. Bon, on supporte l'industrie du transport aérien, quasiment, on y fournit quasiment 70%, 75% des fonds normalement alloués à la compagnie qu'elle aurait reçus en temps normal. On va faire la même chose avec l'industrie aéronautique. Ben, est-ce que les compagnies aériennes ne devraient pas prendre 70 ou 75% de livraison des avions neufs, puis juste délester les plus vieux avions, point de ligne, parce qu'ils n'en ont pas besoin? Je ne sais pas. Ça va être une chose à considérer. C'est clair que les compagnies, les fabricants aéronautiques ne pourront pas maintenir le rythme qu'il y avait d'avant la crise. Bien là, compte tenu des taux d'intérêt présentement, le financement sera probablement pas trop dur à organiser parce que ça m'étonnerait que ça augmente beaucoup dans les 2-3 prochaines années. Là. Ouais, mais on est quand même pas loin de zéro, là. Ouais, effectivement. Bref. OK, ça fait le tour des mauvaises nouvelles un peu. Ben en fait, je dis ça, on en a une dernière qui est pas reliée à la pandémie du tout. Le rapport du Bureau de la concurrence sur la fusion Transat Air Canada, ou plutôt, pardon, le rachat de Transat par Air Canada, rapport défavorable. Ouais, ben, écoute, c'est le Bureau de la concurrence. Est-ce qu'il a déjà été favorable à des fusions? Ouais, bon point. Non, mais on en avait déjà parlé. Du point de vue du consommateur, on se doute que c'est pas terrible. Bon. Mais ça, je pense qu'on se doutait que c'était la première étape. Là, ouais. Puis ils sont pas contents. Là. Mais de toute façon, ce rapport-là était pertinent dans l'ancien monde. Et voilà. Regarde, il y a 80%, il y a 100% des avions de Transat qui sont plus hauts et seuls, puis 80%, 175 avions d'Air Canada qui voleront pas là, au mois d'avril. Ouais. Alors, tu sais, le contexte là, de surplus ou de monopole, regarde, c'est plus vraiment particulier. On est plus dans un contexte de survie, tu sais. Oui, puis ça va être aussi une question de concurrence internationale. Est-ce qu'on peut se permettre au Canada d'affaiblir le transporteur national par rapport au contexte global? Il va falloir s'assurer de maintenir une présence de ce côté-là, puis peut-être que la fusion pourrait aider à faire ça. Donc, peut-être que le gouvernement va dire, bon, ben ça va être beau, là. Mais il y a aussi le fait qu'on se doute qu'ils vont les forcer à faire des changements opérationnels. On en a délester des gates, lâcher des gates, larguer quelques routes aussi. Ben, d'après moi, Air Canada va sauter le choix quand on va se faire dire qu'il faut que tu délaisses des gates. En ce moment, au mois d'avril. Oui, tant qu'à ça. Puis en même temps, ce qu'on a vu ailleurs, puis c'est peut-être le cas, je ne sais pas, ailleurs au Canada, mais au Québec, on parlait, avant la crise, d'un programme pour supporter des concurrents d'Air Canada sur des vols en région pour s'assurer que la concurrence était là. Puis c'était pas Transat qui était sur ces routes-là. Donc, exactement. De toute façon, il y a d'autres choses qui allaient s'en venir. Régional. Donc, pour le transport aérien régional, non seulement ça, écoute, l'arrivée, la présence, excluons COVID-19 30 secondes, là, la présence de Transat au sein du groupe Air Canada aurait probablement permis à Transat d'aller chercher plus de passagers en région. Parce que tu connais quand tu bookes un vol Sept-Îles-Paris, OK, versus un vol Sept-Îles-Montréal, tu sais comme moi, ton vol Sept-Îles-Paris, il coûte quasiment le même prix que le vol Sept-Îles-Montréal. Absolument. OK? Il y a une petite différence. En ce moment, il y a à peu près, quand il s'agit d'aller chercher des passagers en région pour des vols internationaux, donc des gens de de Chicoutimi ou de Saguenay, pardon, Chicoutimi, c'est le bleu en moi vient de sortir un nom. Donc, quand il s'agit d'aller chercher des gens de Saguenay pour les amener à Paris, à Londres, c'est clair qu'en ce moment, Air Canada a un avantage compétitif sur Transat, parce qu'elle peut prendre, pour $100 de plus, elle peut prendre des gens à Bagotville ou à Sept-Îles, ce que ne pouvait pas faire Transat. Là, Transat va avoir accès à ça, OK? C'est-à-dire qu'une fois que les deux compagnies sont fusionnées, quand tu es à Sept-Îles,
ben là, tu peux faire ta recherche sur Paris, puis tu vas avoir le meilleur tarif qui va sortir. Et curieusement, ça va probablement toujours être Transat qui va être dans le bas. Parce que ça va être le transporteur à rabais sur l'international d'Air Canada. C'est lui qui est le meilleur taux. Il y avait des meilleurs taux de rouge. Donc, ça va avantager Transat pour ça. Et ça avantage, à ce moment-là, ça donne un gros avantage à Air Canada par rapport à la compétition. Si Air France avait aller chercher des passagers à Sept-Îles ou à Paris, ben, qu'elle se fasse une alliance avec WestJet, puis que WestJet fasse des vols régionaux, tu comprends? On va voir. Bien sûr, il y a aussi toute la question de comment ça affecte la valeur des deux compagnies, puis comment donc ça va toucher à la valeur de la transaction. Ça, on n'a pas moyen de savoir. On verra. Oui, effectivement. Une autre bonne nouvelle, le Sky Courier est en essai moteur. Voilà. Cessna, oui. Ben oui, toi. C'est tout, c'est ça? C'est une bonne nouvelle, c'est super. OK! Sky Courier qui va devenir qui est la minivan. Oui. Ouais, c'est ça, c'est le bon terme. Qui est la minivan de l'aéronautique, fabriquée par Cessna. C'est laid, mais c'est pratique? C'est laid. La seule bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'il y a des moteurs Pratt dessus. C'est très laid, c'est fait par Cessna, fait que c'est beau, bon, pas cher. Cessna, on s'entend que pour ce genre d'avion-là, c'est l'équivalent du Dodge ou Chevrolet. Là. Oui. Fait que le Sky Courier, on en avait parlé déjà un petit peu, là, ça ressemble à une minivan qui va servir, à la base, c'était pour du cargo. Cargo régional. Puis après, Cessna a décidé d'avoir une version passager aussi. Là. Est-ce qu'on connaît des clients de lancement là-dessus? C'est FedEx. Tout s'explique. C'est FedEx qui a parti le bal, ouais, effectivement, qui lui voulait une version cargo. Là. Je suis sûr que les ingénieurs allemands doivent aimer le Sky Courier, parce que justement, c'est une boîte carrée. C'est pas très gentil. Ouais, non, mais des beaux avions quand même. Mais c'est ça, donc c'est PTC 65 qui est installé là-dessus, 65B probablement, parce que le 65B a un TBO plus élevé. Fait que c'est le choix que Cessna avait fait. C'est la raison pour laquelle ils avaient fait ce choix-là. Puis donc, premiers essais moteurs là, qui se sont déroulés la semaine passée. Fait qu'on s'approche tranquillement d'un premier vol. L'air de rien, malgré tout ça, il y a des choses qui avancent. On ne le dira pas que ça avançait aux États-unis où rien n'était arrêté. Est-ce une bonne décision ou pas? Mais passons. Écoute. On prend une micro-pause. Oui, André, qu'est-ce que tu dis? Juste pour finir sur Sky Courier, est-ce que Sky Courier va être capable de remplacer le Beech 1900, Greg, au niveau passager? En termes de nombre de passagers, probablement, c'est une bonne question, mais pas en termes de vitesse et de performance, par exemple. Là, parce que si tu compares le Sky Courier avec le Beech 1900D, c'est comme si tu compares une minivan avec, on va dire, une Dodge Viper. C'est un petit peu ça. Là. Ou, attends, non, on va trouver un autre. Peut-être pas une Dodge Viper, là, mais. Ouais, non, un Beech 1900. Mais c'est parce que le Beech 1900D, le problème qui arrive, là, pour ceux qui connaissent et qui m'écoutent, ouais, peut-être un minivan Mercedes, ouais, turbo, quelque chose qui a du coffre un peu. Moi, quand on me parle d'efficacité dans le 1900, moi, c'est drôle, là. Faudrait que je trouve une photographie de l'empennage, toute la partie arrière. Non, mais ça c'est. Ouais, mais ça, c'est un détail, André. C'est plus au niveau opérationnel. Le gros problème du Beech 1900D, c'est opérationnellement, il coûte cher à opérer. Oui. Mais l'avion comme tel, il est pas plus. En tout cas, moi, je le trouve plus beau que le Sky Courier, là, entre nous. Là. Oui. Mais c'est surtout que ça fly. Tu sais, la deuxième génération de 67D, il y a de Beech 1900, il y a du PTC 67D dessus. C'est une torpille, cet avion-là. Fait que, tu sais, c'est. Okay. Mais c'est ça, mais il coûte cher à opérer. Il y a des problèmes de manufacturing. On a pris des décisions techniques qui sont discutables. Fait que l'avion est très souvent et pour longtemps en maintenance. Fait que, bref, voilà. Bon. Alors, donc, Sky Courier à suivre. Si le Sky Courier est capable, il est fiable et qu'il n'est pas trop cher à opérer, il va le déclasser, tu me semble. Probablement, oui. Oui, c'est probablement ça qui va arriver, en fait. À mon grand dame. Bon. OK. On se garde du temps pour parler de remisage et on va faire un petit tour à Renton
après notre micro-pause. Oui. Donc, Renton, OK. on ferme temporairement les opérations à... J'ai juste Elliott. Quoi? C'est... Everett. Everett, merci. C'est... Elliott. Claudia, elle est non. Alors, il faut que vous le sachiez, là. Bon, heureusement que la démence... Si votre nom, c'est David, elle va vous appeler Serge toute la soirée. C'est pas si pire que ça, mais merci, messieurs, de me supporter là-dedans. Hein? Oui, voilà. OK. Donc, on assistait à presque une situation de mutinerie de la part des employés à Renton. Ça n'allait pas bien du tout. Ben, écoute, le nombre d'employés, ouais, c'est ça. Suite au COVID-19 augmentait. Ils se donnaient le virus, là? Ou Non, mais l'affaire, c'est que les gens se rendaient jusqu'à tomber sans connaissance sur la ligne de montage avant de sortir. Fait que là, puis là, ben, on sortait ces gens-là avec des ambulanciers en hazmat suits, puis on continuait à travailler comme si de rien n'était. Fait que ça commençait à pas super bien passer, là. Ouais, ça passait très mal. Ça avait l'air. Là, ça, c'est pas de la mutinerie, c'est du dedication. Ah oui, sûrement que les gens travaillent par pure confiance dans leur leadership, là, présentement. Ouais, en tout cas, il y avait des grosses questions. Moi, je pense que après 27 employés contaminés, il était temps qu'ils se rendent compte que ça allait pas aller en s'améliorant. Regarde, c'est dans l'État de Washington, c'est un des États les plus touchés aux États-Unis. En même temps, le déni est national actuellement, là, puis il l'était encore plus à ce moment-là, mais on est content qu'il a fini par comprendre le bon sens, là. Puis je dis ça, pas vraiment. Poursuivons dans les nouvelles. On a versé la semaine dernière 1 milliard de dividendes à nos actionnaires, alors qu'en même temps, tu sais, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 17 milliards qui étaient aiguillés et qu'on s'attendait à ce que ça s'en aille majoritairement à Boeing dans le package d'aide fédérale. Boeing demandait 60 milliards d'aides. Oui. Oui, mais il faut les payer, ces dividendes-là. Vous comprenez pas, vous. Et je vous si t'étais shareholder, tu lui voudrais ton dividende? Ben, clairement. D'ailleurs, ce dividende-là était en augmentation de 20% depuis l'an dernier. Ben oui, mais ça a bien été chez Boeing, fait que ça mérite une augmentation de 20%. Heureusement qu'on entend ton sarcasme très clairement. On l'entend-tu? Ben, écoute, okay. Je vais pousser l'affaire au pire encore. Oublie pas que le fonds de pension des employés de Boeing a des actions de Boeing. Absolument. Hein? Le fait des dividendes, c'est s'assurer des retraites de nos employés, non? Oui, c'est ça la raison. T'as raison. C'est ça qui est arrivé. Oh, ils s'inquiètent vraiment beaucoup du bien-être de leurs employés. Ça pue le respect là-dedans. Et tu sais, on s'entend. Des dividendes, on annonce ça très longtemps en avance. Donc, on annonçait ça en décembre au moment où le retour en service du MAX était prévu pour ce printemps, et etc. Ça aurait été très malaisant d'arrêter tout ça. Mais on n'est pas à un malaise près, là. Non. Tu sais, il y avait moyen de dire on laisse faire, là. Même au mois de décembre, tout le monde trouvait que c'était indécent de maintenir les dividendes. Ouais. Puis il me semble que, étant donné les circonstances actuelles, on aurait pu les suspendre. Même il y a 2 semaines, il aurait été annoncé qu'il suspendait. Puis il y a personne je pense pas qu'il y aurait personne qui aurait crié. Mais non, en tout cas, regarde. J'imagine qu'ils ont eu peur de précipiter la chute du titre, mais en même temps, on est déjà au ras des pâquerettes. Par contre, vous aurez constaté que ça a rebondi après l'annonce des packages d'aide fédéraux. On a appris, les actionnaires américains, que les packages d'aide favorisent de manière très importante les compagnies qui sont délinquantes, on va dire. Ouais. Pas nécessairement on les favorise, mais on ne les défavorise absolument pas. Ouais. Donc, présentement... Non, parce que, tu sais, dans le fond, là, Boeing va avoir de l'aide. On va parler d'un concurrent qui va bien, là. Mettons, un concurrent, en tout cas, mettons Lockheed. Ouais. Lockheed, ça va bien. Ils auront peut-être pas besoin d'aide. Quelle différence ça va faire au bout de l'année pour les actionnaires? Je suis pas sûre qu'on va avoir un moins bon rendement si on était chez Boeing, là. Ouais, c'est ça qui est étrange, hein?
En tout cas, ça a donné des anomalies comme ça pour les actionnaires des compagnies d'investissement, puis des fonds d'investissement, puis des banques en 2008. Donc, on voit toutes les façons dont le marché est tordu aux États-Unis et dans le monde avec cette situation-là. Mais bon, tout ça pour dire que, pour l'instant, on a obtenu le tiers à peu près, ou près du tiers de l'aide qu'on avait demandé. On a crié haut et fort que de toute façon, on n'avait pas besoin de cet argent-là. Cocasse. Et on va voir ce qui va arriver avec ça. On a vu d'autres compagnies se mêler de la situation de Boeing dernièrement. Embraer a été de dire oui, le deal va aller de l'avant sans le moindre doute. La seule chose qui manque présentement, c'est l'aval de l'Union européenne quant à la question de la concurrence. Je pensais que tu allais dire, la seule chose qui nous manque, c'est 1,4 milliard. Ben, il y a ça, en fait. On a dit qu'il manquait 1,4 milliard de retour de dividendes à donner aux actionnaires d'Embraer. C'est une autre histoire. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais bon, ils se sont aussi un petit peu avancés en disant ça, là. Ouais. Le style brésilien, présentement, est particulier. Moi, regarde, mettons que il n'y en a pas de problème au Brésil. Non, hein? Non. Ils sont prêts à perdre une couple de petits vieux pour continuer à vivre. C'est comme ça que ça sonne comme ça. On dirait qu'ils s'en foutent complètement. Ben oui, mais écoute, ils ont dit que les gens de plus de 65 ans devraient rester chez eux, les autres à job. Ouais, quand même. Le Brésil ne s'arrêtera pas, ne peut pas être arrêté. Ça serait vraiment drôle que Bolsonaro pogne le... Je lui souhaite pas, parce que tu souhaites pas de malheur. J'ai lu tellement d'affaires là-dessus, ça a l'air vraiment souffrant, là, ce maudit virus-là, mais... Peut-être que c'est ça que ça y prendrait pour comprendre. Je sais pas, je m'excuse, là, mais c'est... Parlant de souffrance. Oui. Une dague dans le cœur du 737 MAX. Le président de Ryanair... Pas M. O'Leary. ...a été dire... que des bêtises, il laisserait le choix aux passagers... s'ils voulaient voler sur des MAX ou pas, qui irait jusqu'à être d'accord pour rembourser, offrir des crédits exactement, etc. Et même un petit quelque chose d'assez savoureux, là, puis je peux pas le citer exactement, mais quelque chose comme on ne peut pas garder les passagers prisonniers du MAX. Ouh. OK. Ow. Non, c'était rough. C'est bon, ouais, puis c'est le plus gros client, c'est le dernier gros client du MAX. Et c'est comme, là, il est en train de dire que, ben, peut-être que finalement, c'est pas une bonne idée de mettre des Macs en service. C'est ça que ça veut dire. En tout cas, ça serait surprenant que les autres ne suivent pas après ça, parce que si t'es un concurrent de Ryanair présentement puis que tu offres pas la même chose, Ouais. Puis là, dans le fond, peut-être que ça va ouvrir des portes à des poursuites ou à d'autres compensations de Ryanair vers Boeing, ou plutôt de Boeing vers Ryanair, parce qu'ils vont dire, ben vous voyez, on aurait perdu les clients si on n'avait pas fait ça, vous nous coûtez X, donc... Mais connaissant O'Leary, là, c'est sûr qu'il y a une stratégie en arrière de ça. Là. Il s'en fout complètement des passagers. C'est lui, c'est lui qui voulait faire voler les passagers debout comme dans un autobus. Là. Ah ouais, hein? Ouais, puis il avait essayé l'idée aussi de faire payer pour les toilettes. Ouais. Fait que c'est ce fameux CEO-là qui est un petit peu déglingué, là. Fait que moi, me faire dire mais tu sais, il a à cœur, il comprend tout à fait. Il comprend rien du tout. C'est une stratégie. C'est ça qu'il est en train de négocier publiquement avec Boeing pour leur dire, tu vois ce que tu es obligé de me faire là? Bon, ben, à suivre, hein? Désolé de péter votre bulle, les amis, là, mais connaissant M. O'Leary, c'est sûr que ça vient pas du cœur. On voit le diable partout. C'est sûr. Écoute, je suis très curieuse. À suivre de ce côté-là. Tu m'aurais dit, Ed Bastian, sait pas comment il va faire. Il y a de la difficulté. Il travaille là-dessus. Il endort pas la nuit, je te crois. Ouais. 100%, je te crois. Mais de M. Ryanair, oublie ça. Ben, écoute, sur cette perspective des moins réjouissantes, passons à la défense. Oh! On reparle du F-35 cette semaine. Oui, rapidement, un petit mot, parce qu'en fait, c'est ce qui est intéressant avec le F-35, c'est qu'il a... Pardon, je suis ému. Deux petites choses. Premièrement, il y a le gouvernement américain, donc l'Air Force, qui est en train de réfléchir sérieusement
au fait que peut-être qu'éventuellement, ils ne prendraient pas la quantité totale d'avions. Des Américains? Oui, ils sont en train. Il y a une Wow. voyons. Il y a un groupe qui est en train de se former aux États-Unis de généraux puis de politiciens qui est en train de pencher de plus en plus vers une flotte mixte. Donc, on réduirait quand même la quantité différente d'avions. Tu sais, on se débarrasserait du A-10, puis des F-16, puis des F-18, puis tout ça, là. Et on irait avec on va dire un programme, là, donc une défense qui serait basée sur deux plateformes. On avait déjà parlé du F-15. Et il y aurait le F-35, mais tout ça pour dire que ça sous-entend le gouvernement achèterait moins d'avions que prévu. Donc là, mais là, pour le moment, il n'y a rien d'officiel, c'est des discussions, ça se discute dans les comme un certain humoriste français aimait dire, ça se discute dans les milieux autorisés. C'est un milieu où les gens s'autorisent des choses. Donc fait que qui produisait le F-15, Greg? Le F-15, c'est Boeing. C'était McDonnell Douglas donc c'est devenu Boeing au rachat. Mais juste mais je dis ça, non, que je sais où tu t'en vas, là. Non, c'est pas ça du tout. C'est parce que c'est un très bon avion. Fine. Mais tu sais, on s'entend, là. Moi, si je suis Boeing... Ça n'a pas été dessiné par Boeing, ça a été dessiné par McDonnell Douglas. Ouais, puis voulez-vous en savoir une de plus? Admettons qu'il dirait, on va s'en aller vers une flotte F-35, F-15. Bon, tu dis, bon, F-15, on va bailer out Absolument. Boeing avec le F-15. Tu me voyais venir avec des gros skis. Exactement. Mais il y a mieux que ça encore. C'est que, figurez-vous que le gros perdant, un des gros perdants du programme du F-35, c'est GE. Parce que GE motorisait le concurrent du F-35, qui était la grosse baleine, ou ça ressemblait à une grenouille. L'avion, en fait, on l'appelle l'avion qui souriait. Le concurrent au F-35, c'était Boeing qui l'avait développé. On l'appelait l'avion qui souriait. Et il était motorisé par du GE. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que s'ils décident d'aller avec du F-15 également, on aide tout le monde. Non, c'est que sur le F-15, tu avais le choix d'une double motorisation. Tu pouvais soit prendre du GE ou du Pratt. Donc, c'est pour ça que dans le monde, à travers le monde, tu as des F-15 qui volent sur du Pratt, puis tu as des F-15 qui volent sur du GE. Mais là, le meilleur? C'est Pratt, voyons. Hey, mais tu commences à avoir l'air un peu biaisé, Blanc. Là. Ben non, c'est sensiblement la même chose. Je déconne, mais on parle de haute technologie, on parle de moteurs qui ont fait leurs preuves, mais ce qui est important de retenir ici, c'est que dans le cas du F-15, qui serait éventuellement choisi comme plateforme, comme deuxième plateforme, ce serait à motorisation unique, GE. Hey, mais, donc là, je vous annonce officiellement que Big Pratt a déjà annoncé qu'il se dirait en contestation. Je comprends, c'est un peu weird. Exactement. Ensuite de ça, F-35, donc un petit mot rapide parce que les Anglais ont déclaré le F-35B, donc le F-35 à décollage, atterrissage vertical. En fait, c'est plus short take-off puis atterrissage vertical parce que tu brûlerais du fuel pour rien si tu décollais verticalement. On a déclaré le F-35B opérationnel, malgré le fait qu'on a encore beaucoup de problèmes. On a des problèmes de disponibilité de l'appareil, on a des problèmes d'infrastructure, de logistique et de sécurité. Ça fait le tour d'à peu près toutes ces fonctions. Décembre 2018, il y avait 67 discrepancies qui avaient été relevées par l'équivalent du GAO américain, là, le Government Office, ou je ne sais pas trop quoi. Ouais. Le bureau qui s'occupe de l'appel d'offres. Le bureau qui fait les audits. Là. Non, le bureau qui fait les audits internes. Un peu comme le vérificateur général du Canada. OK. Donc, l'année passée, pas l'année passée, mais en décembre 2018, il avait trouvé 67 discrepancies. Puis en décembre 2019, donc un an plus tard, ils ont fait une vérification. Il y en avait encore un tiers qui n'était pas résolu. OK. Non, donc, mais là, vous allez me dire, bon, c'est du bashing, tu dis ça parce que tu es content. Non, regardez, moi, ce qui m'a plu dans cette nouvelle-là, c'est regarder comment on est dans un cercle virtueux. Ça, c'est la façon cute de dire un cercle vicieux. Donc, un des gros problèmes qu'ils ont au niveau les Anglais avec le F-35, c'est que ils ont de la difficulté à rendre la plateforme opérationnelle. Puis une de ces difficultés-là, c'est le training.
OK? Ils ont des problèmes à faire du ground training. De pilote ou de mécano? De pilote et de maintenance. OK. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça affecte la disponibilité de pilotes et de mécanos qui affecte, parce qu'il n'y a pas assez de pilotes puis parce qu'il n'y a pas assez de mécanos, ça affecte la disponibilité de l'appareil, ce qui empêche de faire du hands-on training. Of course. C'est donc un cercle vertueux. Non, mais... oui, je veux revenir, on va faire du coq à l'âne. Je veux revenir à ce que tu disais tantôt, la réflexion des généraux américains. Dans le fond, là, moi, ce que les généraux américains sont en train de dire, puis les amiraux, puis tout ça, là, sont en train de se dire, hey, comment ça nous coûtait cher d'avoir des avions de chasse? Ben, en fait, c'est que je pense que le signal qu'ils envoient, c'est qu'il y a eu une génération de généraux et de politiciens dans les années 90 qui s'est entêté à vouloir absolument avoir une plateforme Jack of all trades. Puis ça, tous les experts dans le monde disaient ça n'a aucun rapport, c'est pas parce que c'est Lockheed, c'est pas parce que c'est Boeing, c'est pas parce que tu peux pas avoir une plateforme qui puisse tout faire. Et ça donne ce que ça donne aujourd'hui, c'est que c'est un appareil, tu sais, le F-35, là, je redonne l'exemple vite, là, mais puis qui va répondre un peu à ton questionnement, André, là, c'est que le F-35 devait avoir tout son armement interne. Bon, là, on sait depuis de nombreuses années que, OK, oublie ça, ça n'arrivera pas. L'avion s'est alourdi, les soutes ont rétréci en taille. Ils ont eu des problèmes de canon. Ils ont voulu garder le canon, le gun. C'est pas le gun qui fait craquer l'avion, ça? C'est le gun qui fait craquer l'avion, qui crache ses balles à une fréquence que la structure n'aime pas. Sur le F-30, juste pour donner un exemple, là, sur le F-35B, le F-35 à atterrissage vertical et décollage short take-off, là, ils ont été obligés d'enlever le gun. C'est un pod en dessous qu'ils sont obligés de rajouter si tu veux un gun. Parce que là, à un moment donné, ils se sont dit, OK, regarde, oublie ça. Là. Entre autres, parce qu'il y avait le lift fan. Là. Il y a une fan en plein milieu de l'appareil qui aide à ce fameux décollage, atterrissage vertical. Fait que tu sais, là où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'à un moment donné, quand tu veux tout avoir, des fois, ça marche pas. Mais ça, puis le dernier exemple, on en a parlé, je pense qu'il y a une semaine ou deux, là, c'est là, vous allez voir, regardez les photos les plus récentes du F-35. Allez sur le site du gouvernement américain, la Air Force et compagnie. Là, vous allez voir la plupart des photos qui sont sorties depuis un mois et quelques à peu près. Là, les F-35 sont tous équipés de pylônes de boudelle. Fait que là, les Sidewinder, là, les missiles sont chargés en boudelle. Ça, à la base, c'était pas supposé. La raison pour laquelle j'en parle, tu vas me dire, ben bravo, il y a un pylône avec un missile dessus. Non, le point, c'est pas ça. Le point, c'est qu'il était pas supposé de n'avoir. Mais ça, tu parles du point de vue technique, comment c'est une mauvaise idée d'avoir un seul appareil parce qu'il fait rien vraiment bien. Exactement, il fait rien de bien. Mais de l'autre côté, je pense qu'on a fini par se rendre compte que d'un point de vue stratégique, politique, économique, c'est vraiment pas une bonne idée d'avoir un fournisseur unique. Entre autres aussi, j'imagine. Oui. Ça nous empêche de supporter tout un autre pan de l'industrie. Ceux qui motorisent pas cet appareil-là peuvent rien faire. Ceux qui vendent pas cet appareil-là peuvent rien faire. Mais aussi, il arrive quelque chose... Tes fournisseurs sont lockés. Oui, absolument. Parce que s'ils travaillent avec toi sur un projet, il y a un paquet de compagnies de PME qui se sont retrouvées lockées ils ont développé de la technologie, ils ont participé au programme, ils ne peuvent plus rien faire à côté. C'est qu'ils travaillent dans un programme qui est hautement classifié, c'est secret défense plus. Là. Ce qui fait que toute la technologie que tu as développée ou l'expertise que tu as développée, parce que c'est pas forcément juste de la technologie, tes gens peuvent plus rien faire à côté parce qu'ils ont une cote de défense qui fait que tu peux plus... fait que ça a créé beaucoup de problèmes. Mais ça, puis pour finir, là, on va pas passer l'après-midi là-dessus, là, mais juste pour finir, moi, à chaque fois que j'entends, je lis des affaires là-dessus, ça me fait tout le temps penser à Eisenhower. Son discours quand il a quitté, qui a passé les clés, les rênes du pouvoir à son successeur, là. Il avait fait un long discours où il parlait de faire attention au complexe militaro-industriel. Oh, tout late. Puis ça, c'est à la longue, avec le temps, c'est devenu un running gag, là. Entre autres, des compagnies... Lockheed, des compagnies qui se sont foutues un peu de son discours, là, mais il avait entièrement raison. Là. C'est ces grosses compagnies-là qui runnent le show. D'un point de vue industriel, okay, je ne veux pas dire que c'est
que c'est eux qui On parle runnent pas le du deep monde. state, là, non, ouais. on ne rentre pas là-dedans, là, mais je parle d'un point de vue industriellement parlant, là, c'est eux qui runnent le show. Là. Ben, je veux dire, ils ont parfaitement réussi leur stratégie. Oui. C'est pas nécessairement une bonne chose Oui, pour puis le l'organisation. F-35, si vous cherchez une image, allez sur YouTube, allez écouter ce discours-là qu'Eisenhower a fait quand il est parti, je pense que c'est en 53, On vous mais je mettra suis pas le sûr. lien dans les notes de la Oui, allez de l'écouter, l'épisode. là, puis mettez-vous une photo du F-35 à côté, là, c'est exactement ça. Je vais vous casser votre partie. J'ai des mauvaises nouvelles qui rentrent au moment où je vous parlez. Là. Oui. Air Canada vient d'annoncer 16 000 miles à pied. Ouf. Réduction de ses services jusqu'à 90%. Écoute, ça sort, là. Ouais. Ça change à tous les jours ces temps-ci. On essaie de vous tenir au courant de manière résumée, là, chers auditeurs, mais... Il y a quand même une belle nouvelle. Juste pour finir, je ne vais pas te couper, André, parce que je vais te laisser finir avec ça, là, tranquillement. Là. Pour Bell, en fait. Oui. Vous vous rappelez la semaine passée, vous vous rappelez, on parlait d'un programme d'hélicoptère qui englobait 2 sous-programmes. Fait qu'on avait parlé du LFRRA qui avait été gagné, dont Bell et Sikorsky avaient été choisis pour compétitionner officiellement. Cette semaine, il y a un autre. Finaliste, donc. Bell était finaliste, ouais. Voilà. Cette semaine, il y a un autre de l'autre programme, le FARA, dont j'ai oublié l'acronyme, qu'est-ce qu'il veut dire, là, mais le Future Aircraft, je sais plus, reconnaissance, machin. Mais ce qui est important donc de se rappeler, parce qu'il n'y a pas beaucoup de détails, fait que j'ai pas grand-chose à vous dire là-dessus, mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est que Bell Flight, encore, avec son Invictus... Finaliste ou gagné? Non, finaliste, avec Sikorsky encore une fois. Oui. Sikorsky et son Raider, donc une version plus petite encore de son double rotor superposé. Mais ce qui est vraiment cool, dernier point là-dessus, allez faire un tour sur le site de Bell Flight. Allez faire un tour sur la page qui va parler c'est le Invictus. Là. Donc, c'est l'hélicoptère qui éventuellement va remplacer l'Apache. Allez voir le concept, parce qu'ils sont arrivés avec quelque chose de relativement ingénieux. Vous allez remarquer que, par exemple, il y a juste une entrée d'air. Il y a un moteur, une turbine, au lieu de 2, comme on était habitué. Puis il y a un moteur électrique. Il y a un moteur d'appoint électrique. En tout cas, c'est vraiment novateur. Puis la raison pour laquelle je voulais en parler aujourd'hui, c'est parce que Bell fait partie des 2 finalistes. Bravo. Mais aussi parce que ce design-là, même si c'est, militaire, oui, malheureusement, mais il reste ça fait plusieurs semaines qu'on parle de Bell comme... il y a une nouvelle génération ils sortent des sentiers battus. On pense vraiment outside the box. La mémoire est bonne. Comment? L'Invictus, il y a des petites ailes. Puis il y a des petites ailes aussi, exactement. Fait qu'il y a plein de petites choses sur cet hélicoptère-là, des nouvelles façons de faire ou des choses qui existaient déjà, qu'on a réétudiées, qu'on a repensées. Fait que allez faire un tour, allez les voir, on les félicite. Bravo. Encore une fois, nos amis, parce qu'il y a des gens de Bell aussi, à Mirabel ici au Québec qui travaillent sur ce projet-là. On n'en sait pas plus, bien sûr, parce que c'est militaire, mais on sait qu'il y a des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Donc, félicitations. On espère que vous gagnerez. Puis, à tous nos auditeurs, allez faire un tour sur la page web. Allez voir les petites nouveautés, les petites affaires sur lesquelles Bell travaille. Vous allez Faites voir, le tour des notes de l'épisode, en fait. On va vous mettre tout ça pour... le lien de la page, allez jeter un petit coup d'œil, il y a des belles photos et tout. C'est vraiment cool. Voilà. Excellent. André, un dernier point? C'est ça. Regarde, moi, excusez-moi, je suis resté accroché sur la nouvelle d'Air Canada, mais on vit à l'époque des Phoenix. Je ne sais pas si tu connais la légende du Phoenix, qui dit que... Ben oui. Harry Potter, tu veux dire? Non, le Phoenix... Oui, je connais. OK? Puis en fait, c'est ça, on dit que le Phoenix, en fait, il construisait une branche avec des branches aromatiques avec de l'encens, qui mettait le feu lui-même, qui battait des ailes pour attiser les flammes, puis qui se consumait, puis une fois qu'ils étaient réduits ensemble, il y a un oisillon qui renaissait, ou un poussin, si vous aimez. Puis c'est un peu ça qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire que les compagnies vont être pratiquement réduits ensemble, ils vont partir, ça va être à l'état embryonnaire. Écoute, 10% de sa capacité, c'est rien, tu sais. Mais ça va être de soutenir les compagnies après ça dans les années à venir pour qu'elles reprennent
leur position. C'est juste ça, mais je suis un petit peu déstabilisé par ce que je viens de lire, malgré qu'il fallait s'y attendre. Non, c'est sûr. Puis d'ailleurs, on va juste surfer là-dessus. Moi, j'ai des connaissances, des collègues, des amis qui vont malheureusement devoir parquer et grounder des avions suite à ça. Encore plus qu'il y en a déjà. Là. Fait je vais juste finir avec ce petit point-là. Parce qu'on a eu des questions ces dernières semaines, André, de savoir que, OK, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais juste parquer ça dans un coin puis t'attends, là? Oui. Et on a vu des balais d'avions en stationnement assez oui, écoute, c'est assez. Regardez, juste pour terminer, vraiment pas long, je vous donne une petite liste de choses qui sont à faire. Non, alors pour répondre à la question, non, on peut pas juste parquer l'avion comme ça dans un coin puis attendre. Ce qui est le plus visuellement parlant, ce qui est le plus frappant, c'est que vous avez vu qu'on a protégé, on a fermé les moteurs. En avant, en arrière, on a protégé les pneus, on a mis des bâches par-dessus les pneus. Fait que d'autres petites choses qui peuvent être faites parce que là, on s'enligne pour avoir des avions qui sont parqués au sol pour très longtemps. On va drainer l'huile des moteurs, les remplacer par de l'huile de préservation. Très souvent aussi à l'intérieur des cadres moteurs, puis à certains endroits stratégiques dans l'avion, on va mettre des sacs, des desiccant bags, là, tu sais, les sacs de silice là, qu'on retrouve des fois quand tu commandes des boîtes. Amazon. Ouais, par exemple, pour capter l'humidité. On va, puis by the way, fermer tous les orifices, là, c'est pour prévenir l'entrée d'animaux, d'insectes, puis des éléments extérieurs, sable, poussière, etc. Si c'est pour vraiment très longtemps, on va aussi taper tous les seals de porte, les gaps sur le fuselage, tout ça va être protégé pour empêcher les insectes et les animaux d'aller faire leur nid là-dedans. On va protéger vous avez vu sûrement des photos où on protège les windows du cockpit, là, les vitres du cockpit. Donc, bien sûr, c'est pour protéger la vitre comme telle. Là. En fait, les vitres des cockpits, souvent, c'est plusieurs épaisseurs. Tu sais, c'est de l'acrylique, du verre, acrylique, verre. Il y a plusieurs épaisseurs comme ça. Là. Donc, on va protéger ça du soleil puis aussi empêcher le soleil de taper sur les instruments dans le cockpit. Si c'est à très long terme, encore une fois, on va aussi protéger les vitres du fuselage. Là, donc, mais donne-moi donc une idée. Là. Oui. C'est quoi à très long terme? Très long terme, c'est 2 mois et plus. Ah oui, OK. Il y en a beaucoup qui vont être organisés comme ça. Ah oui, absolument. 2 mois et plus. C'est ça, parce que les moteurs, il faut les couvrir parce qu'ils ont tendance à prendre beaucoup de poussière. J'imagine que c'est... Oui, les moteurs, on va les protéger pour 2 choses bien en particulier. On va empêcher, donc tu as raison, tout à fait, on va empêcher la poussière, et le sable et tout ça de rentrer dans les moteurs, dans l'intake. Puis on va les caper, on va les protéger pour empêcher le windmilling. Le windmilling, c'est quoi? C'est dans le cas, mettons, des gros 777, tout ça, les avions, les turbofans, on empêche les lisses, pas les lisses, mais le fan de tourner à cause du vent qui passe dedans, tout simplement. Et ça, on veut empêcher ça tout simplement parce qu'il n'y a pas de lubrification. Donc, les bearings ne sont pas lubrifiés. Tu sais, si le fan tourne, le shaft tourne, puis les bearings ne sont pas lubrifiés, donc tu vas endommager il y a un risque d'endommager tes bearings. Puis juste pour terminer aussi, si on parque les avions à très long terme, ben on va faire ce qu'on appelle du heavy lubrication. Donc, on va... en mettre épais? On va en mettre épais, voilà, merci, effectivement. Je t'en prie. Il va y avoir quand même by the way, il va y avoir quelques équipes qui vont être gardées actives parce que normalement, ces avions-là qui sont parqués un peu partout doivent être inspectés tous les jours. Pour éviter que les caps, les seals, les tapes sont pas partis au vent. OK. Fait qu'on on fait quand même inspection visuelle, là, on s'entend. Là. Oui, c'est un walk-around. Fait que, tu sais, aux 2 semaines, power on pendant au moins 2 heures pour être sûr que l'avion... oui? Aux 30 jours, on tourne les roues. Mais power on, ça veut-tu dire... Power on, c'est électrique. Ah, OK. Électrique. Électrique, ça marche pas. À tous les 30 jours, on tourne les roues aussi. Il faut tourner les roues, sinon ça va faire un flat spot. Mm-hmm. Ouais, pour que les roues viennent un tiers ou un quart de tour. Il faut tourner les roues. Ouais. Fait que tu avances tout ton parc d'avions stationnés de 1 mètre. Ça peut être aussi niaiseux que ça, que juste le faire avancer puis reculer, tout simplement. Oui. OK. Il faut drainer les réservoirs aussi. Dernier point. Là. Drainer les réservoirs pour empêcher parce que tu vas avoir de l'humidité qui va se ramasser dans les réservoirs inévitablement. Faut pas qu'ils se développent de bactéries dans le faut pas qu'ils se développent de bactéries, qu'il n'y ait pas de moisissures, effectivement, qui se ramassent dans les réservoirs. Parce que ça, c'est une sale job à nettoyer, je vous le dis, les amis.
Puis c'est à tous les 90 à 120 jours, il va falloir faire tourner, bouger les flaps, rudder, ailerons, tout ça pour être sûr que... Fait que parquer un avion serviceable, là, c'est très actif. Oui, il y a quand même des choses à faire. C'est pas, on dit on va aller parquer dans le désert. Oui, non, mais attends, si l'avion, il n'est pas scrap, là, il est parqué à long terme, oui, mais il n'est pas scrap. Fait qu'il y a des choses quand même à faire dessus. Donc, il va y avoir des équipes de maintenance qui vont devoir tourner autour des avions, oui, c'est le cas de le dire. Là. Faire des jobs très puis faire certains petits jobs, exactement. Ouais, comme ça, pour les garder en vie, là, pour pas faire de jeu de mots ridicules et mal appropriés, là, inappropriés. Ils vont être sur le respirateur. Les avions. Moi, la question, c'est que ça, parce que Claudie a dit tantôt, parce que dans les manuels en français, ça existe, ça, le terme beurré épais. Je sais pas, mais on va... Vous me pardonnerez l'expression, mais non, je mais pense que... ça vous m'aider. J'ai adoré, Claudia. Fait que voilà, c'était juste ça. C'est ma traduction maison. Écoute, une pensée pour tout le monde, cher Canada. Ouais, on pense à vous, les boys and girls. Sunwing, WestJet, Porter, Pascan, puis tous les autres, Air Inuit, Air Québec. On pense à vous autres, tout le monde. Si j'avais de la place chez nous, je devrais tous à prendre un café. Mais, non. Pas le droit non plus. Puis j'ai pas le droit non plus, c'est vrai. Ah oui, on peut pas faire de party. C'est donc malade. Ouais, c'est vrai, pas de party. Bon. Là-dessus, on espère, on va travailler fort pour vous trouver des bonnes nouvelles si elles existent. Mais d'ici là, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer ce temps-là avec nous. On vous invite à nous envoyer vos questions et commentaires à l'adresse courriel aéropod, @mentoraero.com ou encore sur notre page Facebook, l'Aéropod. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la version vidéo du podcast sur la chaîne YouTube de l'Aéropod ou encore aux versions audio sur la plateforme sur laquelle vous allez chercher vos podcasts, donc Apple Podcast, Google Podcast, Castbox et autres. Donc, on est presque Spotify, bien sûr, on est presque partout. Donc, à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir passé du temps parmi nous. Et André, qu'est-ce qu'on souhaite aux auditeurs? Tempête de ciel bleu. All right. Merci tout le monde. Au revoir.